Merci de toujours nous préférer. Ce mercredi 3 juillet, le monde entier célèbre la journée mondiale sans sac plastique. Une célébration qui vise à attirer l'attention du public sur les impacts de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. On en parle avec Clément Abalo, il est spécialiste des questions environnementales. Pendant ce temps, les populations du quartier Kéferi, Hinkante à Kandi sont en joie depuis hier. Elles ont reçu du projet COSO des matériels de production de galettes et d'huile d'arachide. Une manière pour le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans cette localité. Le reportage de Fauziat Simé est à suivre. Vous suivrez également, mesdames, messieurs, d'autres nouvelles au plan local et hors de nos frontières et à la boucle. La revue de presse nationale de Lukman Otio, sans oublier la page sport avec Bruno Gakli. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Journée mondiale sans sachets plastiques. L'événement est célébré ce mercredi 3 juillet 2024 comme chaque année dans les 4 coins du monde. Une occasion pour attirer l'attention du public sur la nécessité d'une modification en profondeur des habitudes liées à l'usage des sacs plastiques. Est-il possible aujourd'hui pour les citoyens de passer toute une journée sans cette matière non biodégradable? Nous avons posé la question aux citoyens malanvillois et je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. Même ce matin, je viens d'utiliser le sachet plastique. Je vais prendre au moins, dans la journée, au moins 10 pire-water par jour. Nous, on paie le pire-water et puis on jette le sachet seulement. Seulement, quand c'est que ça salit l'environnement. Tout à l'heure même, j'ai payé quelque chose, ils m'ont mis ça dedans. Souvent même, si je paye quelque chose, même si c'est un piote de 25, sur les boutiquiers, on met ça dans le sachet. Comme moi, je suis fatigué même avec des sachets là. Je prends mon piote en main, j'amène ça chez moi. Voilà, Inch'Allah, on peut vivre. Parce que ça, c'est comme les ordis. Devanture de ma boutique maintenant, je balaye au moins 3 fois souvent par jour. Parce que si je balaye maintenant, dans 20 ou 30 minutes, le vent souffle un peu comme ça ramène ça. Même si on ramasse, on amène ça dans la poubelle, on va ça quelque part là. Ailleurs aussi, le vent va emporter ça vers nous. Moi, j'utilise le sachet chaque jour. Même ce matin, j'ai utilisé le sachet. Je ne veux pas rester sans utiliser le sachet. Parce qu'il faut forcément le sachet pour acheter certaines choses pour mettre dedans. Si on pouvait nous trouver des remplaçants pour le sachet, ce serait très bon. Nous allons éviter ça. Et c'est un secret de Polichinelle que l'usage des sachets non biodégradables constitue aujourd'hui un problème environnemental. À cela vient s'ajouter l'impact négatif sur la santé humaine qu'engendre ce comportement de brûler les sachets à d'autres fins et la pollution atmosphérique. Clément Abalo est responsable de l'ONG Impact Environnement, une organisation intervenant dans l'environnement au Bénin. Suivez donc son analyse. Lorsque le sachet est rassemblé ou lorsque c'est beaucoup sur l'état d'ordure, nous essayons de les brûler. Nous mettons du feu pour quand même essayer de les faire disparaître. C'est une mauvaise pratique. Lorsque vous mettez du feu au sachet, tous ceux-là qui sont autour vont respirer les effets néfastes, les produits chimiques qui ont composé ce sachet-là. Il faut même voir, on a tous respiré le sachet ici. Vous avez vu comment l'effet est et nous tous, on s'en éloigne. Alors, lorsque nous respirons déjà ça, nous avons des maladies que nous attrapons. Par exemple, nous avons le cancer. Une personne qui respire au quotidien plusieurs fois les sachets, qui ne se bouge pas le nez, qui prend le temps du plaisir à brûler le sachet, ou bien pour faire le feu au foyer. À la maison, pour faire la pâte, on met un peu de sachet avec nos charbons pour essayer de mettre le feu. C'est des mauvaises pratiques. Ces sachets, nous allons certainement respirer la meilleure partie du gaz, du produit chimique que ces sachets vont essayer de dégager. Alors cela, en pensant qu'on met du feu, on se rend malade, on rend malade nos enfants, on rend malade nos voisins, on rend malade nos quartiers, on rend malade notre ville, on rend malade le pays. Par ailleurs, le sachet plastique devient une menace pour la couche d'ozone, prévient le spécialiste des questions environnementales. Clément Abalo expose la corrélation entre la pratique de l'homme et le réchauffement climatique. Et il y a aussi que lorsque nous rassemblons ces sachets en de grandes quantités et qu'on met le feu, ce feu dégage une grande quantité de fumée. Cette fumée-là va dans le ciel. Vous savez, le soleil est en haut et il envoie ses rayons sur la terre pour nous allumer, pour nous rayonner, pour nous aider. Maintenant, nous avons une couche qu'on appelle la couche d'ozone. La couche, elle est un peu épaisse et ça ne permet pas à ce que la vivacité du rayon du soleil ne puisse... Ça permet quand même de diminuer la force des rayons du soleil sur la terre.
Est-ce que vous voyez? Sinon, si le soleil devait envoyer ses rayons directement sur la terre, on sera tous grillés. Maintenant, lorsque nous mettons du feu aux sachets plastiques, ces sachets plastiques, les fumées que ça dégage vont s'accrocher à cette couche d'ozone qui nous protège depuis des millions d'années. Ça va s'accrocher à cela et détruire, perfore cette couche d'ozone. Et ça permet quand même au soleil de pouvoir passer entre les lignes de cette couche d'ozone et de venir sur la terre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tellement chaud, on ne sait pas, tu te laves, tu ressors, tu es encore chaud, tu vas sur la, tu te laves à plusieurs reprises. Et c'est comme ça. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est nous-mêmes qui l'avons fait. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué des objets que nous avons brûlés et qui sont allés détruire cette couche d'ozone qui devait nous protéger contre le soleil. Et cela va avoir des répercussions sur nous tous. C'est-à-dire que la couche va finir par céder et le soleil aura un effet direct sur nous. Et voilà, nous allons tous nous griller comme des lapins au four. Les conséquences environnementales de l'utilisation excessive des sachets plastiques sont nombreuses. Alors, comment peut-on contribuer à limiter ou réduire ces effets indésirables? Clément Abalo donne ici quelques conseils pratiques. Nous pouvons déjà, dès maintenant, nous avons pris conscience de ces effets néfastes de ces sachets, nous allons commencer à limiter l'utilisation des sachets. Si avant je pouvais utiliser 15 sachets par jour, je vais tout faire pour revenir dans cette semaine à 5, la semaine prochaine à 2 et la semaine prochaine à 1 sachet par jour et la fin du mois, et je reviens à 0 sachet. Et pour revenir à 0 sachet, il faut quand même commencer à avoir les pratiques de nos anciens parents. À l'époque, quand nos mamans voulaient aller au marché, elles ne vont pas les mains libres. Elles vont au marché avec des paniers faits en paille ou en pagne, et aussi des sacs en soie ou des sacs en paille. Il y avait tellement de petits trucs avec lesquels les parents, les mamans allaient au marché pour pouvoir aller faire les achats des nourritures pour la maison. Mais aujourd'hui, la plupart de nos jeunes mamans, elles vont au marché comme si elles veulent aller à l'école. Elles ne gardent rien. Et quand elles reviennent du marché, c'est avec beaucoup de sachets. Chaque aliment, tomate dans sachet, oignon dans sachet, piment dans sachet, gombo dans sachet, et moutarde dans sachet. Tout ce qui doit aller acheter dans sachet. Et pour finir, on prend un grand sachet maintenant pour mettre tout ça dans les sachets. Donc, tout ça là, c'est inutile. Pendant ce temps, plusieurs chantiers sans permis de construire dans la commune de Malanville sont aux arrêts. C'est une décision de la mairie de Malanville à travers une opération de contrôle de permis de construire sur les chantiers. Cette mesure des autorités au plan local est diversement appréciée dans l'opinion. Je vous invite à suivre la réaction de 2 citoyens rencontrés au micro de Modeste Siouton. La mairie doit passer par les moyens de bon voisinage, c'est-à-dire les choses, quand c'est arrivé comme ça et qu'on a fait signaler à ceux-là qui n'ont pas eu des autorisations et commencer par faire quelque chose, ils vont les regrouper dans un creuset pour qu'ensemble ils discutent pour voir comment on va les permettre d'être en train d'évoluer et encore de payer ce qu'ils doivent à la mairie par rapport au permis d'habitation ou bien permis de construction. C'est que les responsables de la mairie puissent ramener la balle à terre, sensibiliser les gens lentement. Parce que quand vous avez de l'argent et que plus rien ne marche, il est bon d'investir pour espérer que quand ça va prendre là, les gens ne commencent pas à louer de maisons. Parce qu'actuellement, jusqu'à nouvel ordre, Malanville souffre des maisons à louer. Les gens cherchent, ils ne trouvent pas. Donc il faut encourager ceux qui ont le courage d'investir en passant par des mesures d'accompagnement, des mesures souples pour qu'ils puissent continuer le chantier et payer ce qui est de leur devoir. Il n'a qu'à aussi faire doucement avec les gens qui ont leur chantier et essayer de les aider aussi un peu pour que les gens ne rentrent dans les soucis. Et le reste, on est toujours ensemble à Malanville. Dans cette ville-là, c'est les 2 mains qui se lavent. Vous aussi, en tant que autorité, vous n'êtes plus un enfant. Et Malanville, c'est dans vos mains. Et c'est vous qui doivez gérer Malanville. Et Dieu va vous aider, vous avez géré pour que aussi les ouvriers, les propriétaires qui veulent construire dans leur maison là, ils n'ont qu'à aussi avoir au moins du courage pour pouvoir faire face à leur chantier. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Bref,
bref, dans cette édition, le Rwandais Pascal Nyamoulinda n'est plus le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Un nouveau directeur a été nommé pour le succéder. C'est ce que nous informe Telegram. Hier, mardi 2 juillet 2024, il est remplacé par Aristide Adjinankou. Cette nomination marque ainsi un changement significatif répondant aux critiques à l'égard du chef de l'État qui nommait souvent des expatriés à des postes clés de l'administration, souvent critiqués pour un manque de compétences locales. Cependant, à l'ANIP, cette pratique ne semble plus être d'actualité. Un nouveau directeur général devra faire ses preuves à la tête de cette agence sensible de souveraineté nationale. Je voulais annoncer dans les titres, les populations du quartier Kéféri-Hinkante ont bénéficié de matériel de production de galettes. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, Kozo à Kandi. Une manière pour le projet de promouvoir la cohésion sociale dans la commune de Kandi. La cérémonie de réception a eu lieu hier, mardi 2 juillet 2024. Fauziat Simé de Kandi FM pour Le Point. Ceci-là, c'est avec ça, on fait ça. Une décortiqueuse d'arachides, une malaxeuse, de grosses marmites, de grosses bassines, une bâche. Ce sont là les matériels dont ils ont bénéficié à Kéféri-Hinkante. Ceci, grâce à l'appui du projet Kozo. Souleymane Boni, facilitateur technique du projet Kozo. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire la réception provisoire du sous-projet en fait, de la composante 1-2B qui vise à doter les populations, ce groupement de femmes de Kéféri-Hinkante en fait, de matériel agricole pour améliorer en fait leur capacité en production et en transformation en fait d'arachide en huile, d'arachide et puis en galettes. Avant ça, il y a aussi la formation qui a été faite, qui a commencé à 9h, qu'on a terminé avant la réception proprement dite en fait. Ce geste vient à point nommé pour confirmer à toutes les couches bénéficiaires du projet dans la commune que le projet est à pied d'œuvre pour leur apporter satisfaction quant aux besoins qu'ils ont exprimés. Zachary Youssao Nouroudine Traoré, représentant du planificateur au niveau du projet Kozo. Plusieurs fois, on l'a répété à la radio que le projet Kozo est un projet quand même pour la communauté. Et beaucoup étaient un peu sceptiques, mais avec aujourd'hui cette réception de matériel, de cortiqueuses et bassines et autres matériels, donc ça prouve réellement que le projet est un projet réel. Et vu aussi l'engouement, vu et comment les femmes se sont mobilisées pour accueillir le matériel, on sent vraiment que le projet est accueilli à bras le corps. Donc c'est une occasion de renouveler encore et de dire aux populations de Kandi 1, tous les projets qui ont été prévus au niveau de Kozo seront réalisés, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu. C'est l'occasion pour le président du comité technique de mise en œuvre CTMO d'exprimer au nom de tous les bénéficiaires leur reconnaissance et promettre un bon usage des équipements. El Sami Amadou. Nos sentiments sont les meilleurs puisqu'on ne s'attendait pas. On doutait, on n'était pas sûr, mais aujourd'hui nous sommes en contact des matériaux. Ça a été une grande surprise pour nous. C'est un soulagement. On espère bien qu'on puisse aussi nous-mêmes faire plaisir à ceux qui nous ont dotés de ces matériaux. On promet quand même de faire un bon usage et ils ne seront pas déçus. Grâce à ce lot de matériel, le projet leur offre ainsi une opportunité pour accroître leur rendement. Merci à Fauziat Simé de Kandi FM depuis l'autre côté de Kandi. Mesdames et messieurs, on va installer cette fois-ci les informations sportives sur Sota FM. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bruno Gaglé, bonjour. Bonjour Pierrette, bonjour aux amis du Curon. Jeux olympiques Paris 2024, 5 athlètes béninois valident leur ticket, vous nous dites.
Justement, le Bénin sera présent à Paris pour les Jeux Olympiques dans plusieurs disciplines. À la date d'aujourd'hui, 5 sportifs béninois ont obtenu leur billet pour l'événement mondial grâce à leur performance remarquable. La performance sportive de Noélie Yargo, athlète de 800 mètres surnommée la guéparde de la Pandjari, lui a permis de décrocher son ticket précieux en terminant à la 3e place lors du meeting international de Montreuil. Son chrono impressionnant de 1 minute, j'allais dire, à 58 secondes et 70 centièmes, lui a assuré sa place au JO. Même son de cloche pour son compatriote, le judoka Valentin Winator, judo moins de 81 kg, qui s'est qualifié grâce à sa 7e place au championnat d'Afrique du judo à édition 2023. Il faut noter que Didier Kiki, le spécialiste du 400 mètres, R. Alexis Padé, athlétisme 100 mètres de Lona Doui, nationalité. Lui, ça fait 50 mètres nage libre, ont obtenu leur place en vertu du principe d'initialité qui permet à des sportifs de participer même sans avoir atteint les critères de performance stricts. Leur présence aux Jeux Olympiques est sans doute une chance pour graver le nom du Bénin dans l'histoire sportive du monde. C'est un peu ce qu'on peut retenir pour l'actualité sportive. Merci beaucoup à vous, Bruno Gaclé, pour toutes ces précisions sportives. Mesdames, Messieurs, hors de nos frontières à présent, c'est avec David Labo. David, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Au Mali, 1 an de prison ferme requis contre Boubacar Traoré, proche collaborateur de Choguel Maïga. Effectivement, Pierrette Apovo Boubacar Traoré a comparu ce dimanche, ce lundi 1er juillet 2024 à la justice. Ce proche collaborateur du Premier ministre de transition a poursuivi notamment pour l'atteinte au crédit de l'État. Le chargé de mission à la primature et président de la ronge du mouvement politique M5 RFP a resté fidèle au Premier ministre de transition Miguel Choguel Maïga, qui avait été arrêté le 27 mai après la diffusion d'un test très critique sur les militaires qui dirigent le pays. Boubacar Compaoré et Boubacar Karamogo Traoré n'a pas encore été fixé sur son sort, mais le parquet a requis 1 an de prison. En République démocratique du Congo, vous nous dites que le certificat de nationalité est désormais visé par l'Agence nationale de renseignement. En République démocratique du Congo, c'est une mesure pour lutter contre les infiltrations massives consistant à délivrer la pièce et à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise, s'explique le ministre Constant Mitumba. S'il s'agissait d'une simple requête accompagnée d'au moins de 50 € afin d'obtenir le certificat, le requérant doit avoir désormais, après le ministre Constant Mitumba, l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement et de la Direction générale de migration de la RDC. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, on installe pour vous à présent la revue de presse nationale. C'est une présentation de Loukman Oroutio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Le Rwandais Pascal Nyamoulinda n'est plus le directeur général de l'ANIP. Il a démissionné. C'est l'une des grosses actualités rapportées ce mercredi par les journaux. Le Matinal, le Canard du Nord, l'Opinion aujourd'hui, Fraternité, La Relève Info, Dabarou, le Télégramme, Daïbi Info, les 4 vérités, l'autre quotidien, sans oublier La Boussole, le Potentiel et le Soleil Bénin Info renseignent de sources bien informées que Pascal Nyamoulinda a déposé sa démission de la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP au Bénin. Nommé à la tête de cette structure le 22 février 2023, rappelle La Boussole, l'homme, écrit aussi Daïbi Info, a jeté l'éponge. L'Opinion aujourd'hui n'en dit pas le contraire lorsque le journal titre en manchette que le Rwandais est parti.
Et aussitôt démissionné, font savoir Fraternité, Le Soleil Bénin Info, La Relève Info et Le Télégramme. C'est le Béninois Aristide Adjinakou qui assure la succession. Les choses sont donc allées très vite à la NIP, se surprend la boussole. Des Béninois étaient donc capables du job, s'éclate mon confrère qui, tout en dressant le parcours du nouveau directeur général à NIP, note que l'opinion publique se réjouit du retour d'un national à la tête de cette structure publique, car rappelle la publication, loin de promouvoir un quelconque chauvinisme, en son temps les citoyens s'étaient offusqués de la nomination d'étrangers à la tête de certains organismes publics stratégiques comme la NIP. Interpellé à ce sujet par les députés, le ministre avait justifié le choix d'un Rwandais par la qualité de son curriculum vitae, tout comme si, poursuit le canard, aucun Béninois ne pouvait occuper ce poste. Heureusement, tempête la boussole, l'exécutif a trouvé enfin parmi les nationaux un talent capable de diriger cette structure qui traite des données de millions de concitoyens. Comme quoi termine la livraison, le Bénin n'est pas un désert de compétences, mais rapporte le Canada du Nord, le Rwandais Pascal Nyamoulinda jette l'éponge dans un contexte de graves irrégularités enregistrées à la NIP. Le potentiel parle de crise sans précédent en matière de fonctionnement de service à la NIP et fait constater que depuis le 25 juin dernier, Pascal Nyamoulinda a signé une note de service portant suspension de la correction des données nominatives et mise à jour de numéros de téléphone. Plus formellement, indique mon confrère, le désormais SDG ANIP a mis en garde les contrevenants à cette nouvelle mesure qui s'expose à des sanctions réglementaires. Selon les sources du journal, une dizaine de personnes a été écrouée et déposée en prison. Quelques jours après, Pascal Nyamoulinda a fini par lui-même jeter l'éponge. Affaire donc à suivre, termine le journal. Pendant ce temps dans la suite, Matin Libre évoque la réaction du parti Les Démocrates suite au décès de Latif Ragui. Le parti exige la fin des détentions arbitraires, rapporte le journal qui souligne qu'en détention provisoire à la prison civile de Mistreté depuis le 15 janvier 2020, Latif Ragui est passé de vie à trépas lundi 1er juillet 2024 au CNHU de Cotonou. Ce décès survient après celui de Mounir Ojo, récemment libéré de prison. La publication indique que les deux font partie des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations post-électorales de 2019. Et suite à ces deux drames, écrit le Canard, le parti d'opposition, les démocrates, dénonce les conditions de détention dans les prisons du Bénin. Cette formation politique s'insurge contre le bafouement des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie. Souligne Matin Libre qui retient que les cas Rekia Amadougou et Joël Aïvo ont été évoqués dans ce communiqué. Effets divers dans les dernières secondes, le Soleil Levant, le Télégramme, le Canada du Nord, le Potentiel ainsi que Matin Libre rapportent l'arrestation de 2 militaires pour vol à Savet. En complicité avec 2 autres civils, ils ont volé dans l'Est Sukobé, situé à Achakwa, dans l'arrondissement de Haut-Fer, dans la commune de Savet, plusieurs matériaux de transport et de construction abandonnés dans le dit complexe, révèle Matin Libre. Incroyable mais vrai, s'étonne le Potentiel qui précise que les 2 militaires en question sont déployés dans la zone pour assurer la sécurité de la société dont les activités sont aux arrêts, mais ils ont décidé de la vider. Mon confrère informe qu'ils sont arrêtés et gardés au commissariat. Les autres détails à lire dans les colonnes du journal. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ce sera également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Aprouve devant ce micro. Awakar Doko RSC aux manipulations techniques à l'édition. Faridat Sani, on retrouve. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio.
Nul ne peut se suffire seul dans la vie. On a besoin de l'autre pour donner du sens à sa vie. C'est une vérité universelle. Dieu nous a déjà enseigné cela à travers toutes ses œuvres. Et chacun doit le savoir simplement en regardant la manière dont il est composé. Nous avons la tête, le pied, les mains et tous les autres organes qui fonctionnent en nous pour que nous soyons en vie. C'est un exemple qui doit nous calmer malgré notre niveau de réussite ou de succès. Sans le pied, la tête ne peut pas librement aller là où il désire aller et comme il le désire. Sans la tête qui comporte les yeux, les oreilles et autres, le pied est limité dans ses mouvements. La main aussi, son importance n'est plus à démontrer. Bref, nous le savons tous déjà. C'est pourquoi, en créant l'humanité, Dieu a envoyé l'homme et la femme sur terre. Donc la vie est une complémentarité. Chacun doit l'intégrer à nouveau dans tout ce qu'il fait. Parce que si on a une certaine bénédiction de la vie, on a tendance à croire que ce sont les autres qui ont besoin de nous et que le contraire n'est pas possible. Attention, nul ne peut vivre sans les autres, ni bâtir son empire sans l'apport des autres, directement ou indirectement. Malheureusement, on arrive à vite oublier cette évidence, ce qui plonge des personnes d'un certain niveau de vie dans l'errance. Ils traitent les moins nantis ou les nécessités comme étant des gens sans dignité. Ils se voient d'une certaine catégorie. Difficile pour eux de cohabiter avec les autres de la société. Ces genres de comportements s'observent beaucoup plus chez les jeunes qui revendiquent leur aisance, qui se disent détenteurs d'un certain pouvoir financier. Pour eux, les autres n'existent pas. À peine ils répondent aux salutations de ceux qu'ils considèrent comme pauvres. Ils ont souvent le monopole des propos déplacés. Ce sont eux qui veulent dicter leurs lois à tout moment et à tout endroit. Même si les autres ne voient pas leur importance et ils se mettent en tête qu'ils sont des personnalités. Ainsi, ils deviennent esclaves de leur ego. Ce sont des gens qui souffrent dans leur âme. Ils ont des lacunes qu'ils cherchent à cacher. Parce qu'en réalité, ils sont des arrivistes. Ils savent qu'ils ont des faiblesses et c'est par hasard qu'ils sont parvenus à ce niveau. Ce sont en fait des géants aux pieds d'argile. Ils ne pèsent pas. En résumé, ce sont des gens qui sont assis sur du faux. C'est pourquoi ils font du faux bruit pour influencer. Quand tu es face à ce genre de personnes, sois calme. S'il finit de s'agiter, il viendra te saluer. Il oublie que quand il tombe, ce sont les autres qui viendront le secourir. C'est pourquoi il faut toujours considérer son semblable, peu importe son rang social. Citoyen de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un